Allons plus loin donc dans cet entretien exceptionnel pour un lundi, vous l'aurez compris, à l'occasion de la journée de la maladie d'Alzheimer. Bonsoir professeur Jacques Hugon, merci d'être avec nous, neurologue à l'hôpital Lariboisière à Paris, à la clinique de la mémoire. 21 septembre, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. L'occasion également pour moi de vous présenter ce livre, Philippe Chatrier, Le cours d'une vie, coécrit par Marie-France Chatrier et Frédéric Housset. Philippe Chatrier lui-même emporté par la maladie en 2000. Sachez d'ailleurs que tous les droits d'auteur seront reversés à la Fondation Philippe Chatrier. Professeur Hugon, c'est une journée mondiale, si j'ai bien compris, sous le signe de l'espoir. Toujours pas de traitement, mais quand on regarde le journal du dimanche hier, qui nous parle de nouveaux traitements qui vont très sérieusement freiner les symptômes, est-ce que vous confirmez que c'est une journée avec un peu d'espoir ? Absolument. Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Pendant des années et des années, on a malheureusement soigné les patients avec ce qu'on avait, des médicaments symptomatiques. Or maintenant, on a, à la fois sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique, une possibilité d'avoir un espoir. Si on prend le plan diagnostique, on a eu pendant très longtemps une incapacité, à part à faire des autopsies, à faire un vrai diagnostic. Puis maintenant, depuis 10 ans, 15 ans, avec l'imagerie et ce qu'on appelle le PET scan amyloïde et maintenant le PET scan tau, c'est-à-dire qu'on met en évidence les anomalies cérébrales de ces deux protéines liées à la maladie d'Alzheimer, ou la ponction lombaire, qui est faite très communément dans notre service, on pouvait avoir un diagnostic qui a amélioré la prise en charge et surtout un diagnostic relativement précoce, les gens qui avaient peu de symptômes. Et sur le plan thérapeutique, oui, maintenant, on a un espoir avec la possibilité de se dire on va essayer d'enlever ces mauvaises protéines qui sont à l'intérieur du cerveau, la protéine amyloïde, la protéine tau, avec des immunothérapies, des anticorps qu'on fait pénétrer dans le cerveau, qui vont aller petit à petit enlever ces mauvaises protéines et ainsi essayer de freiner l'évolution de la maladie. Le gros problème maintenant, c'est à partir du moment où on a des possibilités qui vont venir, je pense, on n'a aucun médicament autorisé à l'heure actuelle, mais qui vont venir dans les années qui viennent, comment faire un diagnostic précoce. Et là, c'est vraiment une petite révolution, je dois le dire, dans notre monde neurologique et Alzheimer, c'est-à-dire que maintenant, depuis, je dirais, 6 mois, on a des publications qui mettent en évidence des anomalies dans le sang de ces fameuses protéines amyloïdes et tau. Le ratio 42-40, la taux phosphorylée, etc. Ça veut dire qu'avec une prise de sang, donc avec une prise de sang, on va pouvoir probablement dans les années qui viennent savoir si ces gens ont des lésions dans leur cerveau correspondant à ce qu'on a dosé dans le sang, c'est-à-dire cette fameuse protéine amyloïde qui s'accumule ou cette fameuse protéine tau phosphorylée qui s'accumule. Mais pour qu'on comprenne bien, ce sera un dosage fait spécifiquement sur des patients qui auront déjà des doutes, qui auront déjà des symptômes. Ce ne sera pas une prise de sang faite pour tout le monde. Bien évidemment. Je pense qu'il faut reprendre clairement les choses. On ne va pas faire ce diagnostic à tout le monde. C'est pas du dépistage. Simplement, quelqu'un qui vient dans une consultation mémoire comme la nôtre et qui se dit, bien, voilà, j'ai des difficultés, qui a 40, 50, 60 ans, plutôt 50, 60 ans, et qui, on avait des difficultés à lui faire comprendre que pour avoir un diagnostic très précoce, il fallait faire une ponction lombaire. Malheureusement, en France, l'imagerie est quasiment impossible à faire, sauf en recherche. Maintenant, si on propose à ce patient qui vient nous voir d'avoir une prise de sang en disant, écoutez, on va essayer, on va voir si ça reflète quelque chose de votre cerveau. À ce moment-là, peut-être que les gens accepteront mieux et on pourra détecter beaucoup plus précocement des gens qui ont des lésions. En sachant que les lésions dans le cerveau, elles commencent 10 à 20 ans. Il y a 2 décades totalement asymptomatiques. Les lésions évoluent lentement, progressivement, et les gens ont presque pas de symptômes, quasiment aucun symptôme. Il faut attendre 15 à 20 ans pour que les premiers signes se dévoilent. Donc à ce moment-là, vous voyez, c'est très important d'avoir cette possibilité. Je ne dis pas tout de suite, mais je pense que quand tous ces tests seront validés sur des milliers de patients, eh bien, de le proposer aux patients qui viennent nous voir dans les consultations mémoire pour dire, écoutez, oui, on a une possibilité de voir si quelque chose évolue dans votre cerveau. Puis après, on confirmera avec, bien sûr, d'autres tests. Pour que ce soit clair pour les gens qui nous regardent, quels sont ces symptômes auxquels il faut faire attention ? Parce que vous savez, dans la vie de tous les jours, on oublie des choses et puis on commence à dire un peu sur le ton de la rigolade, je commence à avoir Alzheimer. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce sont des oublis de petites choses du quotidien? Est-ce que c'est un problème de concentration? À partir de quand il faut commencer à se poser la question et peut-être à terme à demander cette prise de sang? Alors,
Avant, on disait c'est la mémoire, les troubles de la mémoire, il faut être prudent et tout. Maintenant, on sait que la maladie d'Alzheimer peut commencer par n'importe quel symptôme cognitif. On peut avoir des troubles de concentration, on peut faire une dépression, on a des anomalies visuelles, etc., des anomalies du langage très discrètes, bien sûr la mémoire. Et donc, on a un panel de signes qui nous orientent bien évidemment en disant, ben voilà, on fait des tests neuropsychologiques, on fait une IRM, on fait un PET scan au désoxyfluoroglucose et on voit qu'il y a des petites anomalies. À ce moment-là, on dit, mais on ne peut plus dire que c'est uniquement la mémoire, c'est la mémoire plus beaucoup d'autres signes. Et de temps en temps, les gens n'ont pas de troubles de la mémoire, ils ont simplement des troubles visuels et à ce moment-là, on découvre la maladie comme ça. Mais pardonnez-moi, on peut presque le dire pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a tous ces petites anomalies du quotidien parce qu'on est un petit peu fatigué, ou alors est-ce que c'est complètement anormal? Non, c'est là la grande difficulté. Bien sûr pour que vous, c'est pas anormal. Pour diagnostiquer, c'est extrêmement compliqué. C'est bien sûr que c'est pas anormal. Tout le monde oublie un mot, tout le monde oublie ses clés sur une table, tout le monde, voilà. Donc c'est quelque chose qui est pas grave. Ouais. Simplement, si ça se répète, s'il y a un retentissement sur la vie quotidienne, s'il y a des choses qui vous oubliez, par exemple, régulièrement des choses sans vous-même vous en rendre compte, vous laissez une casserole d'eau sur le feu puis elle déborde. Vous voyez, à ce moment-là, la répétition des anomalies comme ça fait dire que voilà, il faut quand même aller voir si tout va bien. Voilà. Donc c'est vraiment difficile, mais bon, c'est le rôle à ce moment-là du médecin de se dire, et ce qui est important, c'est de se le dire avant 70 ans, avant, oui, il faut le prendre en conscience que les lésions sont là et que il faut surveiller, il faut être attentif et puis si vraiment ça s'aggrave, s'il y a un retentissement important, aller consulter. D'ailleurs, les patients les plus jeunes que vous ayez d'Alzheimer, c'est... sont surtout les formes familiales. Souvent les formes familiales, on peut avoir des patients entre 40 et 50 ans. Forme familiale, c'est-à-dire forme familiale, c'est-à-dire il y a 3% à peu près qui ont une mutation génétique et donc la maladie se retrouve dans différentes générations, et un peu comme d'autres maladies. Et à ce moment-là, comme le cancer et d'autres, et là, oui, il y a des formes précoces avec des évolutions particulières et il faut chercher ces mutations dans ces familles, absolument. Est-ce qu'on peut la prévenir, la maladie d'Alzheimer, avec un meilleur sommeil, une meilleure alimentation? Quand on fait quelques recherches comme ça sur Internet, on tombe effectivement sur ce genre d'article. Oui, est-ce que c'est farfelu ou est-ce que c'est réel et vous en tenez compte? C'est pas farfelu. D'abord, il faut savoir que l'augmentation de la maladie d'Alzheimer en termes d'incidence diminue. C'est-à-dire que le fait d'avoir une meilleure éducation, le fait de mieux traiter son hypertension, le fait d'avoir une nourriture plus saine, le fait de limiter les infections, etc., fait que petit à petit, le nombre de nouveaux cas par rapport à il y a 15 ans, 20 ans diminue. C'est-à-dire que bien sûr, la maladie augmente, mais on a une diminution. Et pour éviter, bien évidemment, ces aggravations, il faut essayer de retarder l'apparition des signes. On ne va pas retarder les lésions puisqu'elles sont là depuis déjà 15 ans. Mais par contre, la symptomatologie peut être retardée si on fait du sport, et c'est là on va revenir avec la Fondation Châtrier, si on fait attention à ce qu'on mange, si on fait attention à son poids, si on fait attention à avoir des facteurs cardiovasculaires, une hypertension, une hypercholestérolémie, tout ça bien contrôlé, on s'aperçoit que ça retarde progressivement chez les gens, ça diminue, si vous voulez, les facteurs, les cofacteurs, ce qu'on appelle, et à ce moment-là, vous retardez un peu l'apparition des signes. On compte combien de personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer aujourd'hui en France? Alors un peu plus d'1 million, à peu près comme ça. Des gens qu'on pense avoir à peu près 1 million, 1,1 million. Ça dépend des statistiques. Puis il y a beaucoup de gens qui s'ignorent, bien sûr. Donc, mais en gros, c'est au-delà du million maintenant. Et on parle assez peu, mais pourtant ils sont importants. C'est l'entourage, les gens qui entourent. C'est capital. L'entourage, c'est capital, à la fois pour la détection de ces petits signes qui perdurent, qui s'aggravent, qui retentissent sur le quotidien. Et après, bien évidemment, quand le diagnostic est fait, pour soutenir le patient, c'est le rôle de l'aidant. Et le rôle de l'aidant est capital parce que c'est lui qui d'abord nous indique les modifications du comportement, de la mémoire, etc., qui regarde si le poids est toujours bon et qui s'occupe quotidiennement du patient. Le fait que les aidants aient un travail extraordinaire auprès de nos patients est pas assez dit, à mon avis, parce que ça représente, je dirais, un énorme pourcentage d'activité familiale ou d'activité amicale que fait l'aidant vis-à-vis du patient.
alors que, bien évidemment, le patient, petit à petit, eh bien, il perd ses capacités à entreprendre, à décider et tout. Et il faut que quelqu'un l'aide à faire les impôts, à faire les courses, etc. Donc c'est capital ce rôle de l'aidant. Et que doit-il faire? Est-ce qu'on parle de stimulation intellectuelle, de stimulation de la mémoire? Est-ce que ça, c'est le rôle des aidants? Est-ce que c'est aussi le rôle, j'imagine, des équipes médicales? Le rôle de l'aidant doit aider, bien sûr, il doit le stimuler, il faut aider, si le patient aime les expositions, il faut continuer, s'il aime la musique, il faut continuer, enfin, etc. Tout ce qu'il aime, il faut abonder dans son sens et continuer. Par contre, la stimulation cognitive, on la prescrit même à des gens très peu atteints, parce qu'il y a des règles assez précises de stimulation, de mémoire, de concentration, etc., de langage et tout. Et là, il faut que ce soit des gens compétents. En France, ce sont les orthophonistes qui ont pris ce créneau, parce que ce sont les seuls à être remboursés. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir une bonne prise en charge de ces patients, même au stade léger. On appelle le stade léger le trouble cognitif léger. C'est-à-dire qu'ils ont bien sûr les lésions, mais ils ont quasiment très peu de signes, aucun retentissement sur la vie quotidienne. Même chez ces patients, si on peut déjà leur apprendre à stimuler, on leur donne aussi des sites web où ils peuvent se stimuler, s'auto-stimuler tout seuls, qu'ils soient d'ailleurs atteints ou pas atteints, parce que c'est très bon aussi, on fait du sport, là c'est du sport cérébral, et donc il faut entretenir ça, et si le patient vraiment commence à être un peu sérieusement atteint, on le confie à un orthophoniste. La recherche sur Alzheimer, elle avance avec suffisamment de crédit, ou vous lancez aussi... Il n'y a jamais assez de crédit. Il n'y en a jamais assez, on imagine bien, mais là, la situation est périlleuse ou pas? Non, la situation, elle est comme les autres maladies, si vous voulez. Je pense que y a des pays où vraiment ils font des efforts fabuleux, nos confrères et collègues américains, où là ils veulent vraiment trouver quelque chose, un peu comme le Covid, quoi. Et donc ils font des efforts énormes. Nous aussi, on a des structures, par exemple dans notre fondation, avec les capacités à la Fondation Philippe Chatrier, on arrive à avoir des subsides par le sport et tout ça, et on finance des projets de recherche, on finance des bourses pour que la recherche continue. Il y a des grands espoirs en matière de diagnostic et de thérapeutique. Il y a des voies énormes en matière de thérapeutique. Il n'y a pas que ces deux voies dont j'ai parlé, mais il y en a plein d'autres. Il y a des tas d'essais thérapeutiques qui sont faits pour essayer de comprendre la maladie. Et puis il y a toute la partie sociale aussi, comment le patient est intégré dans la société, comment il faut lui trouver sa place dans cette fameuse 5e voie de la sécurité sociale. Donc tout ça est un ensemble, mais bien évidemment, on aimerait avoir véritablement une stratégie de l'État et de tous les ensembles qui permettent de faire de la recherche en France pour abonder un peu dans ce sens-là. Je vous pose la question parce que Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement et de la Recherche, s'est exprimée tout à l'heure. Elle annonce 25 milliards d'euros supplémentaires sur 10 ans pour la science, pour la recherche. Et elle parle d'un investissement inédit depuis la fin des années 50. Est-ce que pour vous, c'est aussi l'occasion d'en demander plus, notamment sur Alzheimer? Est-ce que vous avez espoir que cela fasse avancer et que cela vous donne plus de crédit? Oui, je pense que bien évidemment, j'espère qu'une partie de cet argent ira à la recherche, en gros, sur le cerveau, parce qu'il n'y a pas que l'Alzheimer, on voit les Parkinson, on voit aussi d'autres malades. Mais il faut que... il y a encore des grands challenges en matière de médecine. Bon, on a le Covid, on a le cancer et on a le cerveau. Les maladies du cerveau, pour l'instant, on n'arrive pas à les traiter. On a vraiment des retards dans certains diagnostics et tout. C'est très compliqué. Il y en a beaucoup. Il y a des maladies de l'enfant, il y a des maladies de l'adulte, des maladies de personnes âgées. Donc, il y a énormément de choses à faire dans le cerveau. Et on peut à la fois avoir de la recherche fondamentale qui va nous faire, nous, comprendre, neurologues, médecins, comment fonctionne le cerveau, comment il fonctionne de façon normale, pathologique, et on cède entre la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, la recherche clinique pour avancer dans cette science, à l'aide de nouvelles techniques, comme les imageries, comme une tas de techniques, la nanotechnologie qui nous permet d'avoir de nouvelles thérapeutiques, d'avoir de nouveaux moyens de diagnostic et puis d'améliorer le bien-être des patients. C'est très important. Il faut saluer aussi le fait que les laboratoires continuent de s'y intéresser parce qu'ils pourraient se désintéresser. Oui, il y a beaucoup de laboratoires qui ont arrêté parce que
travailler sur le cerveau, c'est très compliqué. Si on regarde l'argent mis sur le cancer, l'argent mis sur le cerveau, on est tout de suite, on voit tout de suite la différence. Je parle des laboratoires pharmaceutiques. Oui, bien sûr. Mais il y a des laboratoires qui soutiennent la recherche. Il y a vraiment, et je pense que ce soit l'État, que ce soit les laboratoires, que ce soit les chercheurs académiques et les médecins, il faut que tous ensemble, on arrive à trouver des solutions pour freiner la maladie. Et on a un petit diagnostic précoce. Donc maintenant, il faut arriver à freiner la maladie parce que c'est vraiment là qui est important. C'est là où est la solution pour l'avenir. Je voudrais qu'on parle maintenant d'Alzheimer et de Covid. Oui. On a vu des patients qui ont été très atteints par la crise sanitaire, par le confinement. Vous l'avez senti, vous, cet impact de cette crise Covid sur les malades d'Alzheimer ? Alors, il faut savoir que, bien sûr, quelqu'un qui a des troubles respiratoires induits par le Covid ou d'autres troubles inflammatoires, tout ça, ça aggrave l'état cognitif, c'est très clair. Donc, probablement par l'hypoxie, il n'y a pas d'oxygène dans le cerveau, par l'inflammation. Et aussi, on a vu que le Covid attaquait les parois des vaisseaux et pouvait donner des thromboses, et notamment, il y a des AVC qui ont été décrits régulièrement. Le virus probablement attaque directement le cerveau, mais il y a eu quelques encéphalites, mais c'est peu décrit, une myélite, etc. Par contre, les conséquences de l'action du virus sur d'autres phénomènes comme le besoin d'oxygène, l'inflammation ou les thromboses, là, oui, il y a des conséquences importantes et qui vont, à mon avis, déjà on en a quelques-unes en consultation, et les gens se plaignent maintenant de petits troubles, des choses comme ça, et il va falloir faire très attention pour savoir si ces gens, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 10 mois, ont récupéré complètement leur état cognitif. Le symptôme le plus fréquent pour le Covid, a priori, c'est la perte du goût et de l'odorat. Est-ce que pour vous, ça, c'est un symptôme neurologique ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'embrouille au niveau du cerveau ? C'est pas. On pense que c'est lié à une inflammation périphérique. Alors oui, ça atteint le système nerveux, mais de façon périphérique, d'accord ? Parce que, notamment, il y a des rapports qui ont montré qu'au niveau de l'épithélium olfactif, il y avait une grosse inflammation et que les neurones ne pouvaient plus marcher parce que l'odorat ne marchait plus. Vous voyez ? Pareil pour les terminaisons du goût dans la bouche. Mais c'est un signe de Covid, c'est clairement, il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais il faut être très prudent pour dire que c'est central, que c'est le cerveau qui est atteint. On pense plutôt, sans certitude, mais on pense plutôt que c'est sur les terminaisons périphériques des nerfs qui sont atteints. C'est-à-dire quelque chose qui ne s'observe pas spécialement par IRM ou scanner du cerveau ? Non, il y a d'autres choses qui vont s'observer, mais le goût et l'odorat, on fait des IRM, bien sûr, au niveau de l'épithélium olfactif, etc. Les ORL le font. C'est là qu'ils ont montré qu'il y avait des processus inflammatoires, mais ça reste très, très localisé. Après, je vous ai dit, il y a des atteintes cérébrales assez multiples, mais surtout secondaires à d'autres phénomènes, parfois directement liés au virus, mais peu fréquentes. Est-ce que vous êtes inquiet quand même en tant que neurologue de voir cet impact ? J'attends. Vous avez peut-être des peurs sur les mois et les années à venir. Est-ce que ça devient un sujet d'étude pour vous en neurologie ? Ça va devenir un sujet d'étude. Je pense qu'il y a déjà des gens qui sont intéressés au cerveau parce que c'est très rare. Il y a quelques ponctions lombaires positives, mais du virus, mais c'est très rare. Mais par contre, les conséquences de l'hypoxie, de l'inflammation, des difficultés du système vasculaire sur les capacités du cerveau vont être explorées parce que évidemment, il y a des éléments importants à savoir là dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Il faut surveiller ces patients, surtout s'ils se plaignent de quelque chose. Et les patients que vous suivez pour Alzheimer, est-ce que vous avez senti chez eux aussi des perturbations plus fortes liées à ce confinement qu'ils ont vécu, ou pour les aidants qui ont été très peu en contact, ou dont les contacts ont été empêchés ? Sûr. C'est comme les gens, si vous mettez un Alzheimer, vous le perturbez ses rythmes, c'est-à-dire il a l'habitude de sortir avec son aidant, il a l'habitude, vous perturbez le rythme, vous perturbez les repères, vous perturbez plein de choses, c'est sûr que déjà il n'a pas beaucoup de repères quand il commence à être atteint, et si vous lui enlevez d'autres repères, il y a des perturbations. Mais globalement, il y a eu des conséquences, surtout pas forcément sur Alzheimer, mais sur d'autres maladies cognitives, mais il y a globalement
on n'a pas vu je pense que les aidants ont fait un travail extraordinaire, enfin, un job parfait, et ils ont bien pris en charge leurs personnes âgées ou leurs personnes Alzheimer à domicile, et ils ont compensé en permanence ce fait de perte de repères. Donc ça, je crois que oui, il y a des conséquences, mais si vous voulez, je parle pour les gens qui n'ont pas été atteints. Les gens qui ont été atteints, alors là, évidemment... Et est-ce que vous craignez qu'il y ait eu des retards de diagnostic et qui ferait que peut-être d'ici quelques mois, vous auriez une recrudescence majeure C'est comme toutes les... Vous savez, pendant le Covid, on a vu du Covid, et puis il y a eu moins d'AVC, moins d'infarctus, et moins de gens qui venaient à l'hôpital et ne voulaient plus venir à l'hôpital. Donc il y a eu des retards, bien évidemment, pas uniquement en neurologie ou pour l'Alzheimer, mais pour plein d'autres affections. Mais ça, vous ne le sentez pas encore, vous ne sentez pas... Qu'il y a des gens qui reviennent et qui n'ont pas été suivis pendant un certain temps et qu'il faut rattraper les choses. Si. Puisqu'on parle justement de la situation des hôpitaux, des soignants, de nombreux professionnels de santé commencent à dire, et notamment ici au Sénat lors des auditions de la commission d'enquête Covid, que les soignants, le personnel hospitalier ne réussira pas à supporter une deuxième vague, qu'il n'est pas en état de le faire. Quel est votre point de vue à vous ? Je veux dire que le personnel hospitalier, médecins et les personnels paramédicaux, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. On leur a demandé pendant des mois de faire plus, de faire encore plus, de prendre des risques, d'être infectés. On a quand même eu 450 patients atteints, nous, à la Lariboisière, donc patients du personnel, donc, ou un peu plus même. Donc effectivement, ils ont peur. Ils ont peur qu'une deuxième vague emmène tout ça et qu'ils n'auront pas les moyens suffisants en personnel, en infirmiers, en aides-soignants, etc., pour gérer une crise qui va, si elle y arrive, va être au moins, alors un peu différente, mais au moins aussi importante, mais dans des formes un peu différentes, on pense. La situation n'est pas la même entre le public et le privé. Je pense notamment aux cliniques privées qui n'ont pas été tout de suite mises à contribution au moment de cette crise Covid et dont les soignants sont peut-être moins fatigués. Est-ce qu'on arrive à évaluer ça ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Il faudrait poser des questions aux cliniques privées. Je pense que les hôpitaux ont pu bénéficier à la fois d'échanges de patients entre le public et le privé. Et donc ça a été bénéfique, je pense, en France. Après, comment les cliniques privées ont évolué, je n'ai pas d'indication. Je sais comment l'hôpital public a évolué, mais la clinique privée, je pense qu'elle a repris son travail parce que voilà, il faut qu'elle vive et donc elle a refait ses opérations, de chirurgie, etc., ses pratiques médicales comme avant, quoi. Après, est-ce qu'elle est prête à assumer quelque chose ? Je n'ai pas les moyens pour vous le dire. Professeur Hugon, ça fait quelques mois maintenant que l'on voit beaucoup de personnels médicaux, de médecins, de professeurs sur les plateaux de télévision. Ce n'est pas votre cas, vous vous faites extrêmement rare en télévision, donc je suis ravie de vous avoir avec nous. Mais je voudrais votre regard sur ce que certains ont pu qualifier de populisme scientifique. C'est-à-dire que le grand public a un petit peu découvert les controverses scientifiques avec des médecins qui ne tenaient pas le même discours sur les plateaux de télévision et qui s'opposaient. Ce qui peut se produire, j'imagine, dans la littérature scientifique, mais ce qui ne se produit pas d'habitude sur des plateaux de télévision. Quel a été votre regard là-dessus ? Mon regard, c'est que vous avez une épidémie, voire une pandémie qui a recouvert le monde entier, que les gens ont été paniqués parce que vous aviez des gens qui mouraient à l'hôpital ou même dans le privé, que d'autres étaient intubés, ventilés pendant des semaines. Et donc, les gens cherchaient une réponse. Mais quand est-ce que ça va finir ? Mais quand les choses vont stopper ? Pourquoi les médecins ne font rien ? Vous voyez, il y avait un besoin absolument. Et donc, pour se rassurer, mais évidemment, vous invitez du personnel médical ou paramédical pour parler du Covid. Or, bien évidemment, dans ma profession, on n'est pas d'accord forcément avec notre confrère. Chacun, il y a des grands dogmes, si vous voulez. Mais après, quelque chose de nouveau, un virus nouveau, on ne sait pas d'où il venait, on ne sait pas comment en plus, il y a un retard un peu à l'allumage au niveau de la Chine. Il y a eu des choses comme ça. On nous l'a dit que le 31 décembre, alors que ça évoluait déjà depuis novembre. Donc, évidemment,
il a fallu s'adapter en permanence. Et cette adaptation, elle se fait encore tous les jours. Les gens qui font... Moi, je ne fais pas de Covid, donc ma compétence est très limitée. Mais mes collègues virologues, mes collègues infectiologues, mes collègues réanimateurs, ils adaptent tous les jours leur comportement à une situation. Et comme on ne connaissait pas ce virus, évidemment, chacun y allait de moi, je pensais ça, moi, je pensais ça. Et comme les gens avaient besoin d'être rassurés, vous avez invité, vous nous avez invités, et comme les gens, ils avaient besoin de parler, ils donnaient leur impression. Et leur impression, parfois, n'était pas forcément la même que la personne qui avait parlé 10 minutes Mais pour vous, auparavant. en tant que scientifique, en tant que neurologue, ça, c'est quelque chose de très courant. Mais évidemment, c'est la science, c'est la médecine. Après, quand on a un dogme en médecine, on sait qu'il faut opérer de telle manière ou il faut faire diagnostic de telle manière. Il y a des recommandations internationales, françaises et tout. Il y a des organismes français, autorités de santé, etc. Et après, on suit en général ça. Mais là, on n'avait rien. On savait pas, on ne connaissait pas ce Covid. Donc, on s'est retrouvé vis-à-vis de quelque chose qui était nouveau, dangereux, et dangereux pour toute la population. Bien sûr, plus les personnes âgées, mais aussi les jeunes et tout. Donc, évidemment, on était dans une situation un peu où il fallait gérer une crise, et la crise, ça se gère difficilement. Voilà. Ce qui a semé le trouble, puisque maintenant on s'aperçoit qu'au sein de la population, on a des anti-masques et puis peut-être prochainement des anti-vaccins. Ça vous inquiète quand même que cette parole du scientifique ait été, malgré elle, un peu discréditée aux yeux? Je ne pense pas qu'elle ait été discréditée. Je pense qu'elle reflète l'état de la situation actuelle sur une maladie qui n'était pas connue. Et donc, après, dans 3 ans, dans 2 ans, peut-être qu'on dira, oui, en fin de compte, on s'est énervé pour rien, on aurait pu faire ça et tout. Il va y avoir des tas d'études sur la manière dont la gestion a été faite, médicale, etc., santé publique, etc. Mais pour l'instant, on reste avec la peur qu'une deuxième vague arrive, avec la peur. Et donc, ça ne me gêne pas, puisqu'on est en plein dedans. Donc, il faut vraiment que tous les gens s'arment de bon sens, nous y compris, et qu'on dise, non, des choses, il faut, la maladie revient, si elle revient, il faut avoir telle conscience avec le conseil scientifique, quelque chose comme ça, pour dire, écoutez, on va faire au mieux, parce qu'on est encore des inconnus, et on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc de la patience et de l'indulgence. Je pense qu'il faut de la patience et de l'indulgence, mais il faut de l'action. C'est très important. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut tenter des choses, comme on fait en recherche clinique. Eh bien là, il y a eu plein de choses qui ont été tentées. Bien sûr, on peut aller à droite, on peut aller à gauche. On tente ce qu'on peut. Vous voyez, et je crois que c'est important. Il faut agir, ça c'est capital. Et le message est passé. Merci infiniment, professeur Hugon, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir fait aussi ce point complet sur la maladie d'Alzheimer à l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Je précise à noter les spectateurs qu'ils peuvent soutenir la recherche sur ce site internet francealzheimer.org. Je rappelle aussi donc ce livre, Philippe Chatrier, Le cours d'une vie, coécrit par Marie-France Chatrier et Frédéric Housset. Philippe Chatrier, emporté donc par la maladie. C'est très important. Il faut que les gens achètent ce livre, parce que ce livre, c'est le reflet de ce qu'on fait au fond de la Fondation Chatrier. Ça permet de donner des subsides à des chercheurs tous les ans. Et là, tous les ventes de ce livre vont aller à la Fondation Chatrier. Et donc, si les gens veulent l'acheter, ils vont faire à la fois un acte bénéfique pour notre recherche. Un don, c'est bien compris. Merci infiniment. Merci en tout cas, bien. fin de cette émission. On se retrouve demain à 18h et à 22h30. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Et puis demain matin, dès 7h30, vous retrouvez votre rendez-vous quotidien. Bonjour chez vous, Oriane Mancini reçoit Clémentine Autain, députée La France Insoumise. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.